Et voilà, c'est parti. Bonjour à toutes. Ça y est, on est en live. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème extrêmement important qui est comment maintenir un bon système immunitaire toute l'année. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous demander si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc, je vais attendre un petit peu déjà, à peu près 5 minutes, que tout le monde arrive pour être sûr que tout se passe bien. Donc, voilà, si vous me voyez, si vous m'entendez bien, dites-moi dans les commentaires que je vais voir comment afficher les commentaires. On va voir un petit peu. Alors, pour l'instant, alors, je ne vois pas les commentaires. Je vais regarder sur le portable si ça s'affiche. Parce que là, sur l'ordi, il doit y avoir un petit bug. Je ne vois pas vos commentaires. Hop. Il doit y avoir un petit bug. Je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde est là déjà? Donc apparemment, voilà, ça y est, il y a des statistiques qui s'affichent. Ok. Donc pour l'instant, personne n'est là. Il y a juste une personne apparemment. Donc, est-ce que la personne qui est là peut déjà me dire si elle m'entend bien, si elle me voit bien? Je vais attendre un petit peu de toute façon que plusieurs personnes arrivent parce qu'il y avait plusieurs personnes inscrites. Donc je vais attendre. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a comme un bug. Parce qu'il y a des choses qui ne se décliquent pas. Alors. Tac. J'attends un petit peu qu'il y ait des personnes qui arrivent. Ça y est, je vois du monde qui arrive. Alors, je ne sais pas s'il y a un bug ou quoi, mais en tout cas, les commentaires ne s'affichent pas. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Ça serait vraiment dommage, sinon, que je parle toute seule pendant 1 heure. Ça y est, je vois des commentaires. Je vois en statistique, il y a 11 commentaires. Par contre, moi, je ne vois absolument rien. Donc, c'est Facebook qui bug. Je vais aller voir dans le groupe directement si je peux les voir, vos commentaires. Ça, oui, je peux les voir, mais je suis obligée de... J'aimerais bien couper le son. Ah là là, en fait, sur mon ordinateur, il y a un bug. Je ne vois absolument aucun commentaire et je n'arrive pas à voir les vôtres sur le portable non plus. Alors. Ok, donc vous me dites, ça y est, enfin, oh là là, c'est compliqué. Ok, tout est ok. Merci Céline, je vais bien. J'ai eu un coup de stress là pour te dire vraiment. Je me suis dit, oh là, il n'y a personne, personne ne me voit. Ok, merci Céline, merci infiniment pour tes messages. Ok, bon.
Pas de panique, tout va bien. Désolée, je vous ai fait perdre 5 minutes du coup, mais voilà, c'est apparemment les bugs de Facebook. Bon, du coup, il y a un onglet qui est complètement ouvert, moi, sur le côté de mon ordi, donc je ne me vois même plus à la caméra, mais ce n'est pas grave. Donc, on va partir dans le vif du sujet. Donc, merci vraiment d'être présente pour ce live. Je suis très, très heureuse de partager ce moment avec vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de son système immunitaire tout au long de l'année. Voilà, parce que vous allez voir, le système immunitaire, c'est plein de choses. Souvent, les gens ont une vision assez floue, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est. On parle souvent, voilà, tiens, j'ai eu des rhumes, j'ai eu une gastro, j'ai un mauvais système immunitaire et tout, mais c'est bien plus que ça. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Coucou Chantal, coucou Céline, coucou Elisa, merci d'être ici, c'est très gentil d'être là. Coucou Marina, super, merci les filles, merci beaucoup. Ok, alors, donc, déjà, sachez qu'aujourd'hui, je vais vous apporter encore énormément de valeur dans ce live et que pour toutes celles qui seront restées jusqu'à la fin, il y aura encore une petite surprise qui sera différente de celle du live précédent. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vais toujours vous apporter ma vision holistique en fait et des explications claires pour que vous puissiez en fait obtenir un système immunitaire en béton armé. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Donc, d'abord, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Et ça va vous donner des indications à pourquoi j'en suis arrivée aujourd'hui à avoir cette vision holistique, à être naturopathe, et parce qu'en fait, ça fait partie de mon histoire. Donc, je m'appelle Marie, je suis naturopathe, j'aurai 45 ans dans moins d'un mois. Et je suis une jeune maman, oui, 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 une jeune maman, j'ai 45 ans, mais je suis une jeune maman de 3 garçons, un qui a 19 ans et demi, l'autre qui a 17 ans et demi, et le petit dernier qui a 27 mois. Je n'ai pas toujours été donc naturopathe, loin de là. J'ai pas toujours été dans la santé naturelle. On va dire que je reviens de loin puisque moi je suis issue du milieu médical conventionnel. Donc j'ai fait des études comme manipulatrice en électroradiologie médicale. J'ai obtenu mon diplôme d'état en 2003, donc j'avais 23 ans. Et pendant des années, ma vision de la santé, ça a été celle de la plupart des personnes. C'est on tombe malade, c'est juste le pas de chance en fait. On n'a pas de bol, voilà. Et on va voir son médecin. Le médecin nous prescrit un traitement, on le prend et on est censé aller mieux. Le truc basique. Mais en 2005, je deviens maman et là, pour la première fois, je commence à m'interroger. Donc pendant ma grossesse, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui pouvait être le mieux pour mon bébé au niveau de l'alimentation essentiellement. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à me questionner. Et donc j'ai vu que ce qu'il y avait de mieux pour le bébé, et notamment pour qu'il ait un bon système immunitaire, c'était de lui donner le sein, donc de l'allaitement maternel en fait. Donc je me suis dit, vas-y, renseigne-toi, fais ce qu'il faut pour que quand ton bébé il va naître, tu sois au top là-dessus. Donc mon bébé, il est né, je l'ai allaité, non sans difficulté, mais je me suis vraiment focus là-dessus parce que j'avais vraiment envie de réussir. Et donc j'ai allaité mon bébé. Et il faut savoir aussi qu'il avait, dès la naissance, une très 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 forte allergie aux couches jetables et toutes sortes de couches jetables. En fait, toutes les marques qu'on avait essayées, ça lui faisait des énormes boutons, même jusqu'au sang. Donc, je me suis tournée vers les couches lavables. Et là aussi, ça a été un petit peu encore un cheminement vers la santé naturelle. Hein, pour savoir un peu qu'est-ce qui était de mauvais dans les couches jetables, quel était l'impact des couches jetables sur la santé de mon bébé. Donc, j'ai commencé encore à cheminer avec ça. Ensuite, il y a eu la diversification alimentaire qui est arrivée, donc aux 6 mois de mon bébé. Et là, j'ai commencé à me dire, mais pareil, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui? Et je me suis renseignée et j'ai vu qu'il existait donc l'alimentation biologique, qui était une alimentation exempte d'engrais chimiques et de pesticides, en fait. Et donc, je me suis dit naturellement, il faut que tu te tournes vers l'alimentation bio pour qu'il mange vraiment des choses au top, quoi. Donc, j'ai commencé encore à cheminer là-dessus et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, ton enfant, il mange bio, c'est bien, mais pourquoi toi, tu ne manges pas bio? Donc, pareil, dans la famille, on s'est mis tous à manger bio. Est arrivé ensuite mon deuxième enfant. Et là, j'avais vraiment cheminé parce que c'était 2 ans après. Donc, j'avais cheminé notamment au niveau de la grossesse, de plutôt faire une grossesse plutôt naturelle, faisant plus attention à ce que je mangeais, donc évidemment, parce que j'étais déjà dans l'alimentation bio, mais aussi du coup un accouchement physiologique.
Alors ça s'est pas passé exactement comme je voulais parce que malheureusement, durant ma grossesse, au tout début du second trimestre, j'ai contracté la toxoplasmose. Donc j'ai eu une grossesse très médicalisée avec une amniosynthèse, avec énormément d'échographie et avec un traitement de cheval d'antibiotiques euh, qui donc m'ont donné énormément d'effets secondaires. Et cette histoire-là, je vais vous la raconter. Là, je ne l'ai pas racontée au live précédent, mais cette histoire-là, elle a une importance pour vous parler vous faire comprendre en fait l'importance de l'antibiothérapie, de l'intestin dans le système immunitaire. Donc, durant cette grossesse, j'ai pris pendant 6 mois de la rovamicine à très forte dose. Et donc, il m'a donné beaucoup d'effets secondaires. Et ensuite, j'ai donné naissance donc à mon bébé de manière physiologique. La maternité avait vraiment prévu tout ce qu'il fallait pour que je fasse un retour précoce à domicile. Donc, j'avais prévu à la base un accouchement à domicile, mais ça n'a pas pu être fait puisque donc, il fallait qu'il y ait beaucoup d'examens qui soient faits à la naissance pour voir si mon bébé n'avait pas contracté la toxoplasmose. Donc, j'ai été assez médicalisée à la naissance. Du coup, j'ai eu un prélèvement de sang de cordon, un prélèvement de liquide amniotique. Ensuite, il y a eu des examens qui ont été faits sur mon bébé. Et Dieu merci, il n'avait rien. Il n'avait pas contracté la toxoplasmose. Mais cette antibiothérapie, elle n'a pas été sans conséquence sur la santé de mon enfant, malheureusement. Et ça, je vais vous l'expliquer. Donc, mon bébé, ce bébé-là, mon deuxième enfant, a fait des otites à répétition jusqu'à l'âge de 4 ans. Et donc, à chaque fois, j'allais voir le médecin généraliste, que ce soit le généraliste ou le pédiatre, et c'était toujours la même chose. Les otites, c'est bactérien, donc qu'est-ce qu'on fait? On donne un antibiotique. Mais le problème, c'est qu'il en faisait à répétition. C'était quasiment tous les mois, jusqu'à l'âge de 4 ans. À un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit, ça suffit, mon enfant, il est toujours sous antibiotiques, ça ne marche pas, il est tout le temps malade, je veux faire autre chose. Et mon médecin était un peu circonspect, il ne savait plus quoi faire. Et bon, il m'a dit, c'est comme ça, c'est des antibiotiques. Donc, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que l'alimentation avait une importance bien plus que ce que je pensais, sur le fait qu'il soit souvent malade comme ça, qu'il fasse des infections ORL. Et donc, je me suis rendu compte que consommer des produits laitiers un peu trop souvent pouvait provoquer cela. Donc, j'ai arrêté les produits laitiers. À l'époque, mon bébé buvait du lait de vache, mangeait des yaourts, voilà, comme beaucoup d'enfants. Et en arrêtant les produits laitiers, eh ben, comme par magie, il a arrêté de faire des otites. Donc là, c'est pareil, ça a continué, mon cheminement a continué vers l'alimentation santé. Là, c'était plus remplacer l'alimentation conventionnelle par les produits biologiques, c'était aussi comprendre dans cette alimentation qu'il y avait des produits qui avaient un impact vraiment sur la santé. Donc ça, j'ai continué comme ça dans mon cheminement. Ce qui fait que petit à petit, j'ai eu envie de sortir du milieu médical parce qu'à force de me rendre compte que tout ce que j'avais appris durant mes études, il y avait une vision qui était complètement en fait obsolète de ce qu'est la véritable santé. J'ai eu envie de quitter le milieu. Je me sentais plus du tout alignée avec ce milieu médical. Et donc, j'ai profité en fait de l'occasion d'avoir en fait commencé à coudre des couches lavables pour mes enfants, puisque bon, le premier était allergique, pour lancer mon entreprise donc de création de couches lavables. Et à l'époque, j'ai été la quatrième entreprise française à fabriquer des couches lavables bio. Donc, j'ai lâché mon métier de manip radio pour me lancer comme gérante de société de création, fabrication de couches lavables bio. Donc, mon entreprise tournait bien et quelques années après, vu que j'avais beaucoup de temps, j'ai eu envie de prendre un autre travail en plus de mon travail de gérante de société. Et donc, j'ai commencé à travailler comme manager dans une biocoop, dans la fameuse biocoop où j'avais été il y a quelques années pour mon fils aîné. Donc manager d'une biocoop et je manageais plusieurs personnes, plusieurs salariés en fait dans cette biocoop. Et donc, j'avais 2 casquettes, beaucoup de travail finalement. Ce qui fait que, à force de donner comme ça, de m'épuiser, je ne me rendais pas compte, je cramais la vie par les 2 bouts. Et bien, malheureusement, alors, c'était encore ma vision à l'époque, c'était, voilà, j'ai pas de chance, j'ai un cancer qui m'est tombé pardon, sur le coin de la figure. Bon, j'ai ensuite rapidement revu ma copie et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait les choses elles ne tombaient pas sur le coin de la figure comme ça, mais qu'elles étaient juste en fait les conséquences de tous les actes que nous avions menés auparavant.
Donc ce cancer était uniquement la conséquence des actes que j'avais menés, de la manière dont je traitais mon corps, la manière dont je ne gérais pas mon stress, etc., etc. Donc finalement, je l'ai pris avec beaucoup de sagesse et j'ai décidé en fait de redonner du pouvoir à mon corps et de me soigner de manière naturelle. Puisque bon, ce cancer, j'avais déjà eu une alerte quelques années auparavant, donc là c'était une seconde récidive en fait. Et le traitement que me proposait la gynécologue à l'époque, puisque c'était un cancer du col de l'utérus, était une ablation totale de l'utérus, que l'on appelle hystérectomie, plus une chimiothérapie en prévention pour éviter que le cancer métastase à travers les ganglions pelviens et ensuite dans les organes. Bon, j'avais 34 ans et comment vous dire, j'avais pas du tout envie de me faire vider comme un poulet, excusez-moi l'expression, mais franchement, je trouvais que c'était d'une violence inouïe et j'avais envie, très fortement envie d'avoir encore un jour un troisième enfant. Et franchement, je me suis dit, il doit y avoir une solution. C'est pas possible, mon corps, il y a ça qui est arrivé parce que j'ai pas pris soin de moi. Donc, je pense qu'en prenant soin de moi, mon corps va forcément prendre le dessus. Donc, je me suis soignée de manière alternative. J'ai redonné du pouvoir à mon corps et j'ai fait en sorte que mon système immunitaire reprenne le dessus. C'est d'ailleurs ce que m'a dit la gynécologue quand on a fait l'examen de contrôle, la colposcopie de contrôle, pour voir s'il persistait ces fameuses cellules cancéreuses et qu'il n'y avait absolument plus rien. Et au rendez-vous pour me rendre ce compte rendu, elle m'a dit: votre système immunitaire, il a dû reprendre le dessus et éliminer le cancer. Et évidemment, c'était bien ça. C'était mon corps qui avait fait en sorte d'éliminer le cancer. Donc là, ça a été vraiment une grosse claque et ça a été vraiment, je pense, le vrai pas dans la naturopathie, voilà, à l'époque. Mais je ne le savais pas encore vraiment, parce que, comme dit, je pense qu'il faut parfois avoir plusieurs galères pour vraiment tout remettre en question. Donc, c'est là que est venue aussi la notion de terrain, c'est-à-dire que une maladie, elle se développe pas forcément de la même manière chez une personne par rapport à une autre, en fonction du sol en fait sur lequel elle évolue, c'est-à-dire le terrain de la personne. Donc, j'ai pris soin à partir de ce moment-là de mon terrain. D'autant plus que suite à ce cancer que j'ai soigné naturellement, j'ai eu des symptômes très 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 importants de la maladie de Lyme, parce que quelques années auparavant, j'avais été mordue par une tique et j'avais eu le fameux érythème migrant, la grosse cocarde. Et donc, bon, j'avais donc contracté la maladie de Lyme qui est venue se développer quelques années après avec beaucoup de troubles neurologiques, beaucoup de troubles digestifs, des troubles cutanés aussi dans une moindre mesure. Et là, j'ai compris qu'en fait, il fallait que j'arrête de me battre contre mon corps à coups d'huile essentielle, à coups d'argent colloïdal, enfin toutes ces thérapies alternatives qu'on peut proposer pour aller combattre la borréliose de Lyme, qui est une bactérie. Et ben, les borrélies sont des bactéries. Et donc là, j'ai vraiment compris que mon système immunitaire était mon allié profond, et que c'était lui qui allait combattre naturellement tous en fait les pathogènes qui pouvaient se développer dans mon organisme. Et donc j'ai repris la puissance de nouveau de mon corps, mais avec une vision encore plus poussée que la fois où j'avais eu le cancer. Et donc je lui ai donné les moyens à ce système immunitaire de combattre la maladie de Lyme. Donc aujourd'hui, j'ai toujours un Lyme chronique, mais qui ne me donne plus de symptômes. Si ce n'est qu'il m'a provoqué la maladie de Hashimoto, puisque la borréliose de Lyme est appelée la grande imitatrice, et donc elle va aller attaquer certains organes dans le corps, puisqu'en fait, elle va créer de l'auto-immunité dans le corps, hein, c'est très souvent comme ça qu'elle agit. Et donc, elle m'a créé la maladie de Hashimoto, mais qui est parfaitement équilibrée aujourd'hui. La maladie de Hashimoto, il y a quelques années en arrière, donc me provoquait prise de poids, fatigue chronique, épuisement, essoufflement, douleurs diverses, dépression, douleurs diffuses, troubles digestifs, enfin ouais, bref, tout le tableau que beaucoup connaissent aujourd'hui et avec lesquels beaucoup de femmes galèrent encore aujourd'hui, parce qu'elles n'ont malheureusement pas encore repris cette puissance sur leur système immunitaire. Et donc, c'est tout ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'était voilà mon histoire pour vous raconter que moi, je suis sortie de tous ces symptômes horribles, que ce soit le Lyme chronique, la maladie de Hashimoto, que j'ai connu ces galères, mais qu'en ayant compris comment prendre soin de mon corps et retrouver ma pleine puissance, je m'en suis complètement sortie. Donc voilà, maintenant que vous me connaissez mieux, dites-moi là dans les commentaires en me mettant des petits emojis feu là, flamme,
Si vous êtes chaude, si vous êtes partante pour que je vous explique ce qu'est l'immunité et que vous puissiez comprendre comment prendre soin de votre système immunitaire. Je veux voir plein de petits emojis flammes là, je veux voir que vous êtes en feu là. Mettez-moi ça là, dans les commentaires. Coucou Valérie, coucou Emmanuel, coucou Mimi, coucou Léana. Super, merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir de vous voir. Super. Allez, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. Et déjà, je vais commencer par vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est au fond l'immunité. Souvent, on a tendance à la résumer comme étant un bouclier simple contre les virus et les bactéries, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est tout un réseau biologique très, 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 très intelligent, ultra sophistiqué, qui est en veille permanente. Et oui, veille permanente, vraiment. Il y a des choses magnifiques qui se passent dans votre corps sans que vous vous en rendiez compte, en fait. Ce système immunitaire, il apprend, il mémorise et il s'autorégule. OK ? Donc, en fait, on peut le voir comme un véritable service de renseignement intégré, en vrai. Il surveille tout ce qui passe à l'intérieur de notre corps. Il va détecter les virus, il va les identifier et il va choisir ensuite la meilleure stratégie pour réagir. Donc, quand je crois que j'ai dit virus, mais en fait, c'est les intrus. Ça s'appelle les virus, les bactéries, les champignons, les macromolécules alimentaires. Enfin, tout ça, on va en parler après. Alors, donc, c'est un service de renseignement, d'accord? Parce qu'il va surveiller ce qui passe dans le corps et il va réfléchir à la meilleure stratégie. C'est aussi une équipe de garde du corps, toujours prêt à intervenir, à neutraliser une menace, mais sans déclencher une guerre inutile. Parce qu'un système immunitaire en bonne santé, c'est pas non plus un système immunitaire qui s'emballe, c'est-à-dire que c'est pas un système immunitaire qui crée de l'auto-immunité. Donc, c'est un système équilibré, vigilant, mais qui ne devient pas parano non plus. Donc, c'est important. Et c'est aussi comme un thérapeute intérieur, parce qu'en fait, il repère les cellules fatiguées, endommagées, anormales, et il va faire de la réparation dans ton corps, il va nettoyer et il va aussi cicatriser. Hein, le système immunitaire cicatrise. Donc en fait, il nous aide à rester en santé, mais aussi à revenir à l'équilibre quand il y a quelque chose qui déraille. Donc, notre système immunitaire, c'est notre service de renseignement, notre sécurité intérieure et notre thérapeute interne, donc d'auto-réparation. Voilà. Alors, maintenant, pour vous expliquer où se trouve notre système immunitaire, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde comprend où se trouve le système immunitaire. C'est souvent assez vague. Souvent, j'ai pu lire dans des commentaires que les gens le voient comme étant dans le sang uniquement. Mais en même temps, il y a des gens qui ont eu des cancers et qui comprennent ce qu'est un ganglion lymphatique, etc. Il y a beaucoup de femmes dans mon groupe qui souffrent de lipœdème aussi et qui ont aussi beaucoup de connaissances sur le système lymphatique. Donc, ça fait partie du système immunitaire. Donc, je vous ai préparé une petite infographie que j'ai chopée sur Internet et que je vais vous partager en partage écran pour vous montrer où se trouve le système immunitaire. Et je vous la partagerai après pour vous montrer en fait tous les organes où se trouve le système immunitaire. Et mais je vais déjà vous parler en fait de là où il se trouve de manière principale. Et alors, où se trouve-t-il de manière principale? Eh bien, je vous le donne dans le mille et j'en parle souvent, j'en parle très 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 souvent. Mais c'est dans l'intestin. L'intestin, c'est le quartier général de l'immunité. 70 à 80% des cellules de notre système immunitaire résident dans notre intestin. Donc l'intestin, ce n'est pas juste un organe de digestion, c'est vraiment une base de surveillance. Dans la paroi de l'intestin, il y a des structures qu'on appelle les plaques de Peyer. Alors, je n'ai pas envie non plus de rentrer dans un discours trop biologique, en fait, trop médical, tout ça, parce que le but, c'est pas de vous gaver non plus avec des connaissances qui vont pas vous intéresser. Bon, c'est juste pour vous dire, ça s'appelle les plaques de Peyer. Et en fait, c'est des petits postes de garde. Et ça permet de repérer les intrus, les virus, les bactéries et les toxines. Et en fait, de déclencher une réponse immunitaire rapide. Donc, pour que ça fonctionne bien, ces plaques de Peyer dans notre intestin, il faut qu'il y ait vraiment deux choses qui soient au top. C'est notre microbiote intestinal, donc c'est les bactéries, en fait, virus et champignons qui vivent dans l'intestin, et la barrière intestinale, donc qui va empêcher cette barrière aux agents indésirables de passer dans le sang. Malheureusement, quand cet équilibre il est perturbé,
Donc, quand le microbiote il n'est pas bien en place, qu'il n'est pas équilibré, qu'on appelle ça une dysbiose intestinale, et qu'en plus la barrière intestinale elle est fragilisée par différentes choses. Donc, c'est là qu'on va avoir des problèmes inflammatoires, des infections à répétition, des déséquilibres auto-immuns. Et tout ça, ça fait partie de l'immunité, de la réponse immunitaire. Quand vous avez des allergies, que ce soit des allergies alimentaires ou des allergies respiratoires, comme des foins, des choses comme ça, de l'urticaire et tout, euh, c'est de l'immunité, c'est votre système immunitaire en fait qui réagit. Quand vous avez une maladie auto-immune, c'est votre système immunitaire qui réagit. Quand vous avez de l'inflammation dans votre corps, c'est le système immunitaire qui réagit. Donc c'est pour ça que souvent dans les conversations que j'ai avec vous, je vous parle souvent, mais comment tu prends soin en fait de ton système digestif? Parce qu'en vrai, toutes les maladies, elles prennent cœur dans ton intestin. C'est la base. Donc, notre barrière intestinale, je vais t'en parler. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous le saviez que la majorité de votre système immunitaire se trouvait dans votre intestin. J'aimerais bien savoir si vous saviez cela. Voir un petit peu où vous en êtes au niveau de vos connaissances là-dessus. Alors, voir si les messages s'affichent dans le... Ça met du temps avant de s'afficher, malheureusement. Je lirai vos commentaires après, du coup, à ce niveau-là. Mais dites-moi vraiment en commentaire si vous le saviez. Donc, je vais vous parler de la barrière intestinale, qui est vraiment un filtre extrêmement intelligent. Alors, la barrière intestinale, je vais vous expliquer. Votre intestin, donc, il a des cellules dans la lumière de l'intestin, votre intestin. Il y a la barrière qui est ici, donc il y a la lumière de l'intestin, par là où passent les matières, et il y a la muqueuse de l'intestin. Cette muqueuse, elle a des cellules qui sont normalement serrées. On appelle ça des jonctions serrées, quand tout fonctionne bien. Mais quand cette barrière, elle est irritée, que ce soit par votre stress chronique, par une alimentation délétère, notamment le gluten. Arrêtez-moi ce gluten moderne, s'il vous plaît, si vous ne voulez plus être malade, il faut vraiment l'arrêter. L'inflammation, ça peut être manger trop épicé, par exemple. Hein, faire très attention à ne pas manger trop épicé, ça abîme la barrière intestinale. Bref, il y a plein de choses. Les antibiotiques, il y a plein de choses qui peuvent abîmer la barrière intestinale. Et bien malheureusement, ces jonctions, elles sont plus serrées, elles commencent à être un petit peu comme ça, va dire détachées les unes des autres. Et du coup, au lieu de laisser passer des toutes petites molécules, elles vont laisser passer des plus grosses molécules. Et du coup, c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup plus de bactéries, de virus qui sont beaucoup plus gros, et aussi des molécules alimentaires, malheureusement, des macromolécules alimentaires. Et tout ça, ça va aller créer de l'inflammation. Donc, du coup, le système immunitaire, il s'active en continu parce qu'il va repérer tous ces trucs vilains là qui passent comme ça, comme étant des intrus, hein, vraiment, ce sont des intrus. Et du coup, bah, il réagit en créant de l'inflammation. Donc, vous pouvez donc avoir de l'inflammation de fond qui va se traduire par une fatigue chronique et plein de déséquilibres. Et souvent, en fait, il y a des choses que les gens ne savent pas. C'est qu'en mangeant du gluten moderne, souvent, il y en a beaucoup qui disent « Mais moi, j'ai pas de trouble digestif, je peux manger du gluten, il n'y a pas de souci. » Mais par contre, ils ont des douleurs articulaires, ils ont de la fatigue chronique, ils ont des migraines. Mais tout ça, ça vient de ça, en fait. Ça vient de ce gluten qui ne réagit pas forcément en vous donnant des troubles digestifs, mais qui va aller s'exprimer par de l'inflammation chronique dans votre corps et qui va donc s'exprimer par d'autres symptômes dans votre corps. Donc ça, c'était pour vous expliquer la barrière intestinale. Donc, faire très attention à ça. Ensuite, donc, il y a le microbiote dont je vous parlais. Donc, le microbiote, il est très important aussi. Il a différents rôles. Il nourrit la barrière intestinale parce que sur cette barrière intestinale, il y a un mucus protecteur dont il faut prendre vraiment soin. Et quand vous ne mangez pas, par exemple, certains types d'aliments, les personnes qui ne mangent pas suffisamment de fibres, par exemple, qui sont l'aliment de nos bonnes bactéries dans l'intestin, les bonnes bactéries dans l'intestin adorent les fibres. Donc, si vous ne mangez pas suffisamment de fibres, si vous mangez que des pâtes et rarement des légumes, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas nourrir vos bactéries dans l'intestin. Et qu'est-ce qu'elles font, ces bactéries? Eh bien, elles vont aller grignoter votre mucus de la barrière intestinale. Et en fait, vous commencez à vous manger, hein, malheureusement, par vos bactéries. Et votre barrière intestinale devient perméable, hyper perméable en fait. Hein. On appelle ça le leaky gut ou la porosité intestinale aussi.
D'accord? Donc ce microbiote, il est très important, d'en prendre soin en le nourrissant, puisqu'il a un rôle aussi avec la barrière intestinale. Donc il régule l'immunité avec finesse. Et c'est pareil, ce microbiote, si vous l'appauvrissez par le stress chronique, par une mauvaise alimentation, l'alimentation industrielle, il faut savoir qu'elle est extrêmement délétère pour le microbiote, parce que tout ce qui est additif, donc conservateur, arôme, exhausteur de goût, toutes ces cochonneries qu'ils nous mettent, et aussi les édulcorants, eh ben, ça vous bousille le microbiote. C'est vraiment une catastrophe. Les personnes qui boivent, par exemple, du Coca Light ou du Coca Zéro pour pas prendre de poids parce que c'est 0 calories, mais vous prenez du poids, en fait, en buvant ces trucs. Parce que vous bousillez votre microbiote. Et votre microbiote, il vous aide à perdre du poids. Il vous aide à maintenir un poids à l'équilibre. Si vous le maltraitez en lui mettant des races d'édulcorants en buvant du Coca Zéro pensant que vous n'allez pas grossir, et bien en fait c'est complètement contre-productif. D'accord? Donc un microbiote déséquilibré, ça favorise l'inflammation et ça affaiblit nos défenses. Et dites-moi en commentaire si vous prenez soin de votre barrière intestinale et de votre microbiote, hein, et qu'est-ce que vous faites d'ailleurs pour prendre soin de votre microbiote? J'aimerais bien savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent prendre soin de leur microbiote, mais qui malheureusement n'en prennent pas soin suffisamment ou en tout cas correctement. Et maintenant, on va parler du système immunitaire ailleurs dans le corps. Et c'est là que je vais vous partager ma petite infographie en espérant que ça fonctionne, puisque là, j'ai un truc qui est coincé sur mon écran. J'ai vu tout à l'heure que je pouvais faire un partage d'écran et j'ai l'impression que là, malheureusement, je ne peux pas le faire. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors, je regarde quand même, hein, mais ouais, il ne me le propose plus du fait qu'il y a un bug sur l'écran, il y a quelque chose qui reste malheureusement. Bon, c'est pas grave, je le publierai en commentaire. Là, peut-être je peux, non, je peux même pas écrire un commentaire, moi, c'est bloqué. J'ai un bug en fait, je suis désolée, j'ai un bug. Facebook m'a créé un bug, je ne peux ni commenter, ni vous partager un document, c'est dommage, mais ça fait rien. Quand le live sera terminé, je vous le partagerai dans les commentaires, cette petite infographie, pour que vous puissiez visualiser le système immunitaire où il se trouve dans notre corps, parce que c'était intéressant et du coup, je vous le partagerai plus tard. Donc voilà, comme je vous le disais, le système immunitaire ne se limite pas à l'intestin, il est vraiment partout à travers des organes spécialisés qui ont chacun un rôle bien précis. Donc il y a la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est une sorte de substance qu'il y a à l'intérieur de tous vos os, mais il y en a beaucoup à l'intérieur des os longs. Les os longs, ce sont les os des bras, par exemple, le radius cubitus, ou ça peut être dans la jambe, le tibia et le péroné. C'est là où il y a le plus de moelle osseuse, dans la hanche, etc. D'accord? Donc c'est là où se fabriquent les cellules immunitaires. Ok? Donc la moelle osseuse, elle produit les globules blancs qu'on appelle aussi leucocytes. Et dans ces leucocytes, il y a différents types de globules, donc qui sont les lymphocytes, les macrophages et les cellules NK. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop complexe. Il y a la rate. La rate, elle filtre le sang, elle recycle les globules rouges usés et elle stocke certains globules blancs. C'est pour ça que dans certaines maladies infectieuses, il y a une grosse rate. La rate grossit et c'est ce qu'on recherche aussi parfois. Hein, le médecin palpe pour voir s'il y a la rate qui a grossi. Ça peut être un signe d'inflammation chronique ou d'infection. Il y a le thymus qui se situe plutôt par là. Le thymus, c'est là où vont maturer les lymphocytes T. C'est là où deviennent matures les lymphocytes de la moelle osseuse. Il y en a qui maturent donc dans le thymus, ça va être les lymphocytes T, et d'autres qui maturent dans la moelle osseuse, c'est les lymphocytes B. C'est les personnes qui ont eu des problèmes de santé, notamment de cancer, de leucémie, des choses comme ça. Ce sont des mots que vous devez certainement avoir rencontrés parce que c'est des choses qu'on a dû rechercher, ce phénotypage en fait des lymphocytes dans vos prises de sang. Donc ça doit vous parler. Donc le thymus, il est extrêmement actif pendant l'enfance. C'est plutôt un organe de l'enfance. Et ensuite, il y a les amygdales et les végétations. Ça aussi, les personnes qui sont de ma génération, là, les années 80, les années 70, les années 80, vous devez vraiment connaître ça, les amygdales et les végétations, puisque malheureusement, nous avons été la génération
qui a été mutilé par l'opération des amygdales et des végétations. Et j'hallucine encore aujourd'hui quand les gens acceptent de faire opérer de leurs enfants des amygdales et des végétations sans trop se poser de questions, parce que c'est une véritable mutilation et on empêche notre enfant d'avoir un système immunitaire fort tout au long de sa vie. Une fois que c'est enlevé, on est emmerdé pour le reste de sa vie, clairement. Donc, si vous avez des enfants et que ils font régulièrement des otites à répétition, des angines, des bronchites, penchez-vous sur leur alimentation, penchez-vous sur les produits laitiers, mais pitié, faites en sorte de ne pas leur faire enlever leurs amygdales et leur végétation, parce que vous les abîmez pour le reste de leur vie, vous leur enlevez leur capacité à bien se protéger des infections ORL plus tard. C'est très important. Donc, elle se trouve à l'entrée des voies respiratoires, elle capte, elle, tout de suite les agents pathogènes qui arrivent quand on respire ou quand on avale. C'est les gardiens de la porte d'entrée. On a les ganglions qui gonflent ici quand on a une angine, un rhume, un truc comme ça. Ça veut dire qu'on a le système immunitaire qui s'active beaucoup à ce niveau-là quand on a encore nos amygdales et nos végétations. Et c'est très bien, c'est parfait. Ça dure 2 jours normalement. Quand un rhume il est pas violent, ça dure 2-3 jours, pas plus. Et malheureusement, quand on les a plus, ces amygdales et ces végétations, eh ben nos rhumes, nos bronchites, nos angines, eh ben, ils durent beaucoup plus longtemps parce que on n'a plus d'organes de défense à ce niveau-là. Donc j'espère que vous avez bien compris le rôle de ces amygdales et de ces végétations. Et je vais vous parler d'un autre petit organe qui a aussi été énormément enlevé dans les années 70-80, voire encore 90, c'est l'appendice. Tout le monde en a peur de cet appendice et il y en a plein qui disent oh là là, l'appendicite, ça peut se terminer en péritonite, c'est un organe qu'on devrait enlever tout de suite pour plus être emmerdé plus tard. Bah non, mais non, mais non, mais non. Aujourd'hui, la science, elle a révélé que l'appendice jouait un rôle extrêmement important dans la santé du microbiote intestinal et dans le rôle en fait de mémoire immunitaire. Donc, il ne faut pas l'enlever, cet appendice. Alors, évidemment, si vous faites une appendicite aiguë, évidemment, allez aux urgences et s'il faut l'enlever, enlevez-la. Mais ne cherchez pas. Je sais qu'il y a des fois des parents qui sont embêtés parce que leur enfant fait des inflammations régulières au niveau de l'intestin et qui auraient presque envie, pour pas avoir cette peur que l'enfant fasse une péritonite, qui auraient presque envie que l'appendice soit enlevé et comme ça, on n'en parle plus. Moi, j'ai eu cette vision-là quand j'étais beaucoup plus jeune, avant de comprendre vraiment que c'était un organe extrêmement important. Donc, ne nous faisons pas enlever nos appendices comme ça. Elles sont pas là pour rien. Tous les organes que l'on a dans notre corps ne sont pas là pour rien. Il faut juste se dire que c'est évident, quoi. On ne nous a pas, le créateur, Dieu, appelez-le comme vous voulez, hein, selon vos croyances, mais il ne nous a pas créés avec des choses qui ne servent à rien, quoi. Des fois, je vois même des aberrations, des personnes qui se font enlever la thyroïde pour pouvoir être tranquille parce que la thyroïde, elle part dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de nodules de ci, de là. Et il y a tellement de solutions à mettre en place avant de se faire mutiler, vraiment. Il y a plein de choses à mettre en place avant de se faire mutiler. Donc, comprenez bien ça, nos organes ne sont pas là pour rien. C'est juste quand ils s'enflamment, quand il y a un truc qui ne va pas, ils sont juste là pour nous dire attention, les actions que tu as menées, ce que tu fais encore aujourd'hui sont délétères. C'est juste des signaux d'alerte. OK? Donc, je vous partagerai cette infographie pour vous montrer où se situent ces différents organes. Et maintenant, on va parler de quelque chose dont je parle aussi énormément dans mon groupe parce que je trouve ça extrêmement magique. Je trouve que c'est fabuleux et que les médecins n'en parlent jamais. C'est le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est un grand réseau silencieux et il a un rôle central dans l'immunité. Il est en parallèle du réseau vasculaire, hein, donc des veines et des artères, et il est situé très proche sous la peau. C'est pour ça que les personnes qui connaissent les drainages lymphatiques, par exemple, savent que ce sont des massages très doux, vraiment avec des petits appuis tout légers sur la peau, comme ça, parce que les canaux lymphatiques sont vraiment sous la peau, sauf la grosse citerne, le canal thoracique ou la citerne de Péquet qui, eux, sont profondément dans les viscères à côté du foie, tout ça. Mais sinon, le reste, c'est vraiment sous la peau. Donc, le système lymphatique transporte les cellules
immunitaire, d'accord? Mais aussi les déchets métaboliques. Alors, les déchets métaboliques, c'est quoi? Essayez de voir ça comme ça. Vous avez vos cellules sanguines qui circulent dans les artères, par exemple. Et voyez pas les artères comme que des gros vaisseaux, mais toutes les petites artérioles, tous les petits vaisseaux qui vraiment vont aller irriguer même vos doigts, enfin des petites choses en finesse. Il y a des cellules sanguines qui circulent dedans. C'est pour ça que quand on se coupe, on saigne. Mais donc ces cellules, elles ont une activité, d'accord, une activité métabolique. Voilà, on appelle ça une activité métabolique. Vous avez ces cellules qui viennent récupérer les nutriments qui sont issus de la digestion, donc à travers la paroi intestinale, par exemple. Et donc, quand ces cellules, elles fonctionnent, il y a de l'énergie qui se crée, etc., eh ben, elles créent des déchets, en fait. Et ces déchets, ils sont rejetés dans les canaux lymphatiques, d'accord? Toujours à travers la paroi des cellules. Enfin, c'est quelque chose, c'est de la biochimie, tout ça, mais c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et donc, si vous voulez, ben, le système lymphatique, on pourrait voir ça comme des égouts, en fait, tout simplement. D'accord? Et donc, le système lymphatique, il récupère les toxines et les débris cellulaires. D'accord? Mais contrairement au sang, qui lui a une pompe, qui est le cœur, le système lymphatique, lui, il n'a pas de pompe. Donc, il faut l'activer, ce système lymphatique. D'accord? Parce que si vous ne l'activez pas, eh ben, les déchets, ils vont stagner. OK? Et comment on l'active? On l'active par le mouvement. OK? Parce que quand la lymphe, elle stagne, en fait, elle perd en efficacité, la détoxification ralentit et en fait, l'inflammation peut s'installer. OK? J'espère que tout ça, c'est clair pour vous. Donc maintenant, je vais vous parler de comment soutenir et activer le système lymphatique. Et là, on rentre vraiment dans le vif du titre de ce live, qui est comment prendre soin de son système immunitaire. Donc, soutenir et activer le système lymphatique. Alors, déjà, on va bouger son corps. Donc, l'activité physique, c'est vraiment la clé. OK? On n'est pas fait pour rester sédentaire. Il faut vraiment bouger tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le minimum, c'est de faire de la marche. OK? Marche douce. Un peu de yoga. Ou si on peut faire des rebonds doux sur un mini trampoline. OK? Ça peut déjà suffire à faire bouger la lymphe. Mais il faut vraiment que ce soit tous les jours. Tous les jours, il faut au moins 30 minutes de marche, vraiment. Sinon, vous n'activez pas votre système lymphatique. Et l'idéal, c'est de faire du renforcement musculaire. Ça, j'en parle souvent, parce que le renforcement musculaire, il va aller vraiment, les muscles vont aller appuyer sur les canaux lymphatiques et ça va vraiment faire un effet de pompe. Okay? Tout comme le fait de mettre la plante des pieds sur le sol, comme ça va faire remonter la lymphe, ça fait un effet de pompe. Okay? Il y a la respiration profonde. On ne respire pas suffisamment. Aujourd'hui, on est dans un flow où on est toujours dans le speed et on ne prend pas le temps de respirer. On ne prend pas le temps de se poser, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et en fait, il faut respirer profondément. Mais quand je parle de respirer profondément, ce n'est pas à plein poumon, c'est la respiration abdominale. C'est la respiration qui fait que en inspirant, on gonfle son ventre et en expirant, on le fait rentrer. Et tout ça, ça va aussi faire un massage comme ça sur le canal thoracique, sur la citerne de Péquet, donc qui sont les canaux profonds en fait près des viscères dans votre ventre, d'accord. Et la respiration abdominale, c'est la respiration qu'ont les enfants en fait de manière naturelle. Donc il suffit d'observer nos enfants et on voit quand ils sont posés que le ventre gonfle et ça c'est comme ça qu'on devrait respirer en vrai. Donc c'est bien de prendre le temps régulièrement, plusieurs fois dans la journée, de se poser, de respirer. La routine qui peut être bien, c'est de le faire avant de manger parce que comme ça, on se pose, on commence à aller un peu réguler le système nerveux et ça va nous permettre de manger en pleine conscience, de bien mastiquer, prendre le temps, parce qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps. Tout le monde est sur le téléphone portable en train de scroller pendant qu'on mange, ou regarder une vidéo, regarder la télé, et on mange comme ça, on mange, sans respirer, sans mastiquer, sans être en pleine conscience. Il ne faut pas s'étonner d'être malade après. Il y a aussi le brossage à sec. J'en parle beaucoup. J'ai partagé à beaucoup d'entre vous ma vidéo secrète sur le tuto de ma routine d'activation lymphatique. Donc, c'est une routine d'activation en allant stimuler les ganglions et en allant faire du brossage à sec. Il y a vraiment une méthode pour ça. Il y a une manière de faire, de procéder. Et je vous la partage volontiers dans une vidéo qui est cachée sur YouTube, mais que je transmets avec un lien et vous pouvez aller la voir
Il suffit, pour celles qui ne l'ont pas eu, de me mettre dans les commentaires un petit hashtag lymphe et je vous transmettrai en message privé cette vidéo. Donc, le brossage à sec, c'est des jambes vers le cœur en douceur et ça relance vraiment la lymphe. Moi, je le fais tous les jours. Alors, un peu moins qu'avant. Avant, je le faisais 7 jours sur 7. Aujourd'hui, je le fais 4 jours sur 7. Mais ça a été un game changer vraiment dans mon inflammation parce que j'avais beaucoup de cellulite. Ça peut intéresser certaines. Je sais que certaines galèrent avec leur cellulite. J'avais beaucoup de cellulite et le fait d'avoir intégré ce brossage à sec tous les jours, ben, ça m'a lissé ma cellulite. Et aujourd'hui, j'aime enfin mon corps. J'en ai encore parce qu'il y a aussi une composante génétique avec la cellulite. Mais la cellulite, c'est aussi une inflammation, un signe d'inflammation de bas grade dans le corps. Et j'en ai encore, mais franchement, aujourd'hui, je m'accepte et je m'aime avec ce peu de cellulite qui me reste. Et avant, je ne m'aimais pas du tout à cause de ça. C'était vraiment un complexe. Mais le brossage à sec a été un véritable game changer. Et je le fais tous les jours le matin en me levant. Ça met un speed dans le corps, un boost de motivation. Ça donne des petits picotements. C'est juste magique. On a l'impression que l'énergie revient dans le corps. Moi, j'aime beaucoup ça, vraiment. Il y a aussi la chaleur douce, comme le sauna ou le hammam. Si vous pouvez aller régulièrement faire des saunas et des hammams, c'est top, parce que ça stimule la transpiration, en fait. Et du coup, le drainage lymphatique, l'élimination lymphatique. Et vous pouvez aller faire des drainages lymphatiques manuels. Bon, ça a un coût quand même, hein, puisque ça se fait par des thérapeutes qui sont spécialisés en drainage lymphatique. Il y a différentes méthodes. Il y en a deux, la Renata et l'autre, je ne sais plus. Sont deux méthodes différentes. Il y en a une qui est un petit peu plus active que l'autre. Voilà, les personnes qui ont des gros problèmes de système lymphatique peuvent aller se faire des drainages lymphatiques. Chez certaines personnes, suivant la pathologie, ça peut même être remboursé par la sécurité sociale. Mais sinon, on peut aussi le faire soi-même en automassage. C'est partagé dans ma routine d'activation lymphatique. Donc, n'hésitez pas à me mettre votre petit hashtag lymphe si vous voulez le voir. Pensez juste à une chose, que votre système lymphatique, c'est comme une rivière. S'il n'y a pas de courant, l'eau, elle devient stagnante, trouble, et ça pue quand l'eau, elle stagne. Et ça finit par déborder aussi parfois, d'accord? Donc, il faut que vous ayez en tête de faire circuler votre lymphe. Je vous garantis que si vous pensez vraiment à faire circuler votre lymphe de manière quotidienne, ça va changer énormément de choses dans votre corps et notamment au niveau de votre immunité. Ok? Ensuite, comment on prend soin globalement de son système immunitaire? Donc là, c'est la grosse partie et je vais vous parler de plein de choses. Donc, en premier lieu, on va parler de l'hygiène de vie et de l'alimentation, donc qui sont les fondations d'une immunité durable, vraiment. Donc, on va parler de l'activité physique. L'activité physique, donc comme je vous le disais plus haut, quand on bouge, on stimule la circulation de la lymphe et ça active aussi la fabrication des macrophages, qui sont des cellules donc de l'immunité qui viennent manger les petits intrus dans notre corps. Donc, il faut faire de l'exercice modéré, j'insiste bien sur ce mot, modéré et régulier, parce que ça augmente la production d'anticorps et ça favorise le recyclage des cellules immunitaires. Maintenant, si vous faites de l'exercice intensif et moins régulier, c'est tout le contraire qui se produit. J'insiste bien, de l'exercice modéré et régulier. Beaucoup de personnes font trop de cardio intensif et pas assez souvent de sport du coup. Eh bien, ça produit tout le contraire. Vous vous épuisez et vous créez de l'inflammation chronique dans votre corps. Donc, l'intelligence, c'est de faire plus régulièrement des séances plus courtes, moins intensives, de renforcement musculaire ou même de cardio, mais de manière modérée. OK? 30 minutes, 20 à 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine de renforcement musculaire, de cardio intelligent. C'est beaucoup mieux que d'aller se faire une heure de crossfit de malade ou un marathon, par exemple, une fois par semaine. Bon, je connais personne qui court un marathon une fois par semaine, mais en tout cas, des entraînements de marathon, c'est extrêmement intensif. C'est très bien pour se challenger si on a envie de le faire. Mais les personnes qui font, par exemple, de la course à pied, comme j'ai fait moi quand j'avais 30 ans, quand je me suis mise au sport, je faisais de la course à pied 3 fois 1 heure par semaine. J'ai l'impression d'être une super sportive. Je me suis épuisée.
Ça m'a flingué la santé. Même pas pour rien que j'ai été bien malade après, ça en a fait partie. Et surtout, même sur ma silhouette, je ne voyais rien qui changeait. Donc en vrai, à part travailler mon cardio-respiratoire, ce qui est une très bonne chose, hein, mais ça ne faisait rien de bon au niveau de ma santé. J'ai découvert plus tard le renforcement musculaire et vraiment le renforcement musculaire, aujourd'hui les études sont formelles là-dessus, c'est le meilleur des sports pour vieillir en pleine santé. Vraiment, même les kinés aujourd'hui le recommandent, le renforcement musculaire, la musculation bien pensée, bien conduite est le meilleur des sports pour vieillir en pleine santé. L'activité physique produit un effet anti-inflammatoire aussi, puisqu'elle libère des myokines anti-inflammatoires. Donc, ça apaise l'inflammation de bas grade, ça réduit le stress oxydatif, d'accord, qui est souvent à l'origine de dérèglements immunitaires. Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire qui fait de l'activité physique régulière ici et ce que vous faites comme activité physique, si vous faites plutôt de la course à pied, plutôt du renfort musculaire, etc. Autre chose pour maintenir en bonne santé son système immunitaire, c'est d'avoir un sommeil réparateur. Donc le sommeil, c'est un régénérateur d'immunité. C'est là qu'il intervient dans le côté thérapeute interne. C'est lui qui va permettre de régénérer des choses. Donc les premières heures de la nuit sont les plus importantes. C'est le moment clé où le corps libère les cytokines anti-inflammatoires et c'est celles-ci qui vont réparer les tissus et renforcer les défenses immunitaires. D'accord ? C'est pendant aussi ce moment-là que le corps construit ses réserves immunitaires. Donc, c'est pour ça que si on dort peu, on effondre ses défenses immunitaires. C'est comme ça que moi, j'ai récidivé de mon cancer à l'époque où j'avais mes 2 casquettes, donc de gérante de société et de manager dans un magasin bio. Je dormais que 5 heures par nuit et j'ai effondré mes défenses immunitaires. Donc, j'avais des HPV 16 et 18, très cancérigènes, qui sont venus se développer beaucoup et qui m'ont créé ce cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, ces HPV, je ne les ai plus. Ça fait 10 ans que je ne les ai plus. Non, je n'ai plus jamais été retrouvée dans aucun de mes frottis. Alors que tous les gynécologues tiennent le discours, enfin, en tout cas le tenaient à l'époque. Aujourd'hui, ça a peut-être changé, mais tenaient le discours que quand on avait des HPV, on ne les éliminait jamais. C'est complètement faux. Le système immunitaire est capable d'aller éliminer ces HPV fortement cancérogènes. Ok. Donc, quand on a un sommeil perturbé, ça provoque une hausse du cortisol, qui est l'hormone d'adaptation au stress. On dit toujours c'est l'hormone du stress, mais c'est l'hormone d'adaptation au stress. Mais quand elle est libérée en excès, en fait, malheureusement, elle inhibe l'activité des cellules immunitaires. C'est bien pour ça que quand vous prenez comme médicament la cortisone, ça ressemble à cortisol, la cortisone est un immunosuppresseur, d'accord? C'est pour ça que quand les personnes qui sont sous cortisone, parce qu'elles ont une maladie inflammatoire, je pense par exemple aux personnes qui ont la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, des personnes qui ont des maladies, les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, sont souvent sous cortisone. C'est un immunosuppresseur, ça fait complètement effondrer vos défenses immunitaires. Ça peut être intéressant, ce genre de médicament, quand il y a des poussées inflammatoires trop importantes et que la qualité de vie est complètement impactée. Mais sachez que vous avez la possibilité, votre corps a la capacité totale de retrouver sa pleine puissance et de se régénérer, si toutefois vous lui en donnez la possibilité à travers les différentes choses dont je vous parle aujourd'hui. Quelques conseils concrets pour faire en sorte d'avoir un bon sommeil. Évitez les écrans après 21 heures. Je sais, aujourd'hui, on est dans une société où on est tout le temps sur nos portables, il y a la télé allumée le soir, etc. Mais malheureusement, la lumière bleue, elle bloque la mélatonine, qui est une hormone qui permet de l'endormissement et qui permet de maintenir un sommeil de qualité tout au long de la nuit. D'accord ? Il faudrait essayer de tamiser les lumières en soirée, de créer un rituel calme. Ça peut être vraiment pas mal. Vous pouvez boire aussi une infusion de camomille ou de passiflore. Ça, c'est vraiment bien, ça. Moi, je trouve que c'est vraiment bien, ça détend. Essayez de pas trop la boire proche de votre dodo, parce que sinon, malheureusement, elle va vous réveiller pour que vous puissiez aller faire pipi la nuit. Mais sinon, c'est très pratique, c'est très, très efficace, la passiflore et la camomille. Et vous pouvez faire aussi des méditations guidées ou des visualisations. Profitez-en au moment de l'endormissement pour vous faire des visualisations, de vous visualiser en pleine santé.
ça aide vraiment à bien s'endormir. J'aimerais bien savoir en commentaire qui a un sommeil de qualité ici, qui arrive à dormir 7 à 8 heures par nuit. Je ne peux pas lever la main parce que moi, malheureusement, j'ai un sommeil de très très mauvaise qualité depuis 2 ans, plus de 2 ans. Depuis, j'ai fait un post là-dessus d'ailleurs sur mon profil, pour celles qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller le voir, vous remontez de 2 ou 3 jours. J'en parlais de ce système immunitaire, mon système immunitaire qui est perturbé depuis 2 ans. J'ai fait beaucoup de rhume, j'ai même fait une gastro en février, moi qui n'en fais jamais. Parce que en fait, je ne dors pas du fait que je suis une jeune maman avec un bébé qui me réveille beaucoup. Donc voilà, mon sommeil est malheureusement mis à rude épreuve et du coup, mon système immunitaire en pâtit beaucoup. Mais malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution pour arriver à mieux dormir, puisque mon bébé me demande encore le sein la nuit. Bon, si jamais il y a des personnes qui ont des conseils pour ça, je suis aussi preneuse pour aider mon bébé à ne plus prendre la tétée la nuit pour que je puisse dormir enfin paisiblement et prendre soin de mon système immunitaire. Parce que tout le reste va bien, mais c'est vraiment mon sommeil qui est mis à rude épreuve. L'alimentation vivante et intelligente, un autre pilier pour prendre soin de votre système immunitaire. L'alimentation, c'est votre pharmacie quotidienne, vraiment. Dans l'alimentation, vous pouvez trouver absolument tout pour prendre soin, en fait, pour aller vous nourrir, vraiment prendre soin de vos cellules et tout ça, contrairement aux médicaments, hein, pour éviter d'aller prendre des médicaments. En fait, ce que vous mettez dans votre assiette communique directement avec votre système immunitaire à chaque bouchée, vraiment à chaque bouchée. Voyez ça comme ça. Il n'y a pas idée à chercher le super aliment miracle, il n'y en a pas. Vraiment, l'idée c'est d'avoir une variété alimentaire avec des aliments riches en micronutriments protecteurs qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Et c'est ça vraiment qui va vous aider à prendre soin de votre système immunitaire. Donc, le but c'est d'aller soutenir le microbiote, toujours, et également la barrière intestinale. Donc, ça revient à ce que je vous disais précédemment. Si vous avez une alimentation qui ne soutient pas ça et qui, au contraire, l'abîme, vous ne pouvez pas avoir un système immunitaire en bonne santé. Donc, on mise sur les aliments bruts, colorés, riches en fibres, parce que ce sont eux qui nourrissent les bactéries intestinales. D'accord? Donc, on mise sur quoi? Les légumes de saison, crus ou légèrement cuits, c'est-à-dire que privilégier la cuisson vapeur qui ne va pas au-delà de 100 degrés, vraiment pour aller préserver tous les nutriments essentiels qu'il y a dans vos légumes. Vous privilégiez aussi des aliments riches en oméga 3. Vous avez les graines de lin, donc plutôt à moudre quand même juste avant de les consommer. Ne faites pas votre préparation, votre mouture plusieurs temps à l'avance parce que ça s'oxyde et c'est vraiment pas bon et au contraire, ça va du coup vous apporter des mauvaises choses si les graines de lin sont oxydées. Donc, graines de lin moulues, vous avez les graines de chia, il y a les noix, il y a l'huile de cameline, tous les petits poissons gras aussi. Misez bien sur les sardines, les maquereaux. Vous pouvez en manger 2 à 3 fois par semaine. Vraiment, c'est de très bonnes sources d'oméga 3, donc anti-inflammatoires. Dans les aliments que vous pouvez consommer, il y a les légumineuses trempées. Les légumineuses, consommez-les vraiment, faites-les tremper plusieurs heures, toute une nuit, avant de les cuire. Ou alors prenez-les directement en boîte de conserve déjà préparée. Mais les légumineuses, attention, si elles vous donnent des troubles digestifs, surtout ne les mangez pas. Ça veut dire qu'elles vont vous provoquer des problèmes immunitaires. Ça, c'est sûr. Les troubles digestifs vont provoquer des troubles immunitaires. Parce que trouble digestif dit inflammation de l'intestin et donc mauvais microbiote, barrière intestinale qui souffre, donc mauvais système immunitaire. Ok? Donc les légumineuses, si vous ne les tolérez pas au niveau digestif, arrêtez de les manger, c'est pas grave, tant pis, vous mangez autre chose. Ok? Et les céréales sans gluten. Sans gluten, je précise, sans gluten. Ok? Le gluten que vous pouvez manger, c'est le petit épeautre. Voilà, le petit épeautre, c'est une céréale ancienne, c'est pas une céréale modifiée. Le gluten qui est contenu dans le petit épeautre est digeste. Donc vous pouvez le manger, mais attention, là c'est toujours pareil. N'en consommez pas non plus tous les jours. Vous avez les herbes, les épices qui sont très riches en antioxydants comme le curcuma, le gingembre, le thym aussi qui est un très bon soutien du système immunitaire. Ça rentre beaucoup dans l'alimentation méditerranéenne, hein, le thym, hein, mon accent méditerranéen.
Dans la cuisine méditerranéenne, on a toutes les herbes de Provence qui sont excellentes en fait pour aller soutenir le système immunitaire. Et vous avez aussi les aliments fermentés, comme le kéfir de fruits, ou on appelle aussi ça le kéfir d'eau, la kombucha, ce sont des boissons donc, hein. La choucroute crue, coucou à mes amis alsaciens, le miso non pasteurisé. Tout ça, donc, c'est riche en ferments et ça va aller enrichir la diversité bactérienne de votre microbiote intestinal. Okay, mais aussi, donc ça c'est bien, ce sont les aliments que l'on apporte, mais il y a aussi les aliments à réduire. Donc, ça va être tout ce qui est sucre raffiné et produits ultra transformés, les excès de gluten et les laitages. Okay, les laitages industriels, je précise, industriels. Je ne suis pas une anti-lait. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oh, toi, tu cries sur le lait, le lait. Non, attention, j'émets des réserves. Je ne suis pas une anti-lait. Et en plus, j'adore les produits laitiers, vraiment. Par contre, à manger au quotidien, non. Dites-vous un truc, c'est que l'être humain, c'est fou, mais regardez dans la nature ce qui se passe. L'être humain, c'est le seul mammifère qui consomme le lait des autres animaux. Vous n'allez jamais voir une chienne. L'exemple, il ne va pas être bon parce que les chiens et les chats aujourd'hui sont domestiqués, ils mangent comme nous. Mais par exemple, vous ne verrez jamais une vache, qui est un mammifère, hein, boire du lait je sais pas, un veau en tout cas, il n'ira pas boire, il n'ira pas téter le pied de la chèvre. La chèvre, elle n'ira pas téter la vache. Bref, il n'y a aucun animal, aucun mammifère qui consomme le lait des autres animaux. Et nous, l'être humain, on consomme le lait des autres animaux. Bon, il y a un truc qui ne va pas. À l'origine, on est fait pour uniquement boire le lait de la mère. Le bébé est fait pour boire le lait de la mère. Okay, je ne vais pas rentrer dans un débat pro-allaitement, anti-allaitement. Je n'ai pas envie de ça. Mais c'est pas pour rien que les femmes ont des seins et que ces seins, peu de temps avant de donner la vie, produisent du lait. C'est fait pour nourrir nos bébés. Et c'est pas pour rien parce que c'est ça qui va aider au système immunitaire de votre bébé. Les enfants qui sont allaités ont un meilleur système immunitaire que les enfants qui ne sont pas allaités. Il y a tout un tas d'anticorps qui sont dans le lait maternel et surtout, c'est vraiment le lait qui est magnifiquement adapté à l'intestin, au système digestif du bébé qui vient de naître et même pour après. Parce que jusqu'à 7 ans, c'est vraiment l'enzyme, l'enfant produit des enzymes qui sont adaptées pour digérer le lait de sa mère. Ensuite, à partir de 7 ans, il n'y a plus cette enzyme. Cette enzyme s'appelle la lactase, d'accord? Donc, on peut encore arriver à digérer quand même du lait animal après 7 ans, mais souvent quand même ça crée des troubles digestifs. Il y a des personnes qui ont vraiment des troubles digestifs après avoir mangé des produits laitiers, mais c'est parce qu'en fait on n'a plus la lactase. Et alors on peut aller prendre des enzymes digestives en complément alimentaire, mais bon, c'est réfuter un petit peu ce que la nature nous a donné finalement. Enfin voilà, on n'est plus doté de cette enzyme, donc n'allons pas nous prendre des compléments alimentaires pour aller digérer les produits laitiers. Ne consommons plus les produits laitiers. Par contre, les produits laitiers sont beaucoup plus digestes quand ils sont au lait cru. Pourquoi? Parce que dans le lait cru, il y a encore les bactéries du lait cru qui sont issues du pis de la chèvre, de la vache, machin et tout. Et en plus, il y a eu donc cette fermentation qui a été faite et qui a fait encore se développer de plus de bactéries et qui prédigèrent déjà le produit laitier, en fait. Donc, c'est beaucoup plus digeste. Le corps l'assimile beaucoup mieux. Donc, si vous voulez continuer à manger des produits laitiers, par pitié, allez acheter des produits laitiers au lait cru chez votre petit fromager local, votre petit producteur. Nous, sur le marché, là au village, on a une super nénette là, qui a une toute petite production un tout petit élevage de chèvres qui fait ses fromages elle-même. Les chèvres sont soignées quand elles ont besoin avec des huiles essentielles. Elles sont en pleine nature. Elle fait vraiment une toute petite production à échelle humaine et donc elles sont nourries, les animaux sont nourris avec que des produits biologiques quand elle a besoin l'hiver par exemple. Et en fait, on obtient un produit vraiment qui est magnifique, qui est au lait cru, non pasteurisé. Et vraiment, ça, quand on en mange de temps en temps, ça fait pas de mal à la santé. À moins d'avoir une intolérance vraie aux protéines de lait, ce qui arrive chez quelques personnes. Hein. J'ai des personnes que j'accompagne qui ont des vraies intolérances aux protéines de lait. Mon fils, le deuxième, qui avait un problème de système immunitaire, a une intolérance aux protéines de lait. Donc, il ne consomme aucune protéine de lait.
Donc, aucun produit laitier, que ce soit vache, brebis ou chèvre, ils n'en consomment pas. Mais sinon, on le tolère quand même bien. De temps en temps, vous pouvez vous faire plaisir avec un bon brebis, un bon fromage de chèvre, mais toujours avec du lait cru, s'il vous plaît, toujours. Donc, j'espère que j'ai été claire là-dessus, sur ces histoires de produits laitiers. Donc, n'allez pas m'acheter les Danettes, les Flambis, les Danone, les Activia. Ça me fait trop rire, quoi, les Activia, quoi. Arrêtez avec ces conneries, vraiment. Excusez-moi, c'est de la bêtise, quoi. C'est juste du marketing, en fait. Activia, non, 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 non. Ça nourrit pas votre microbiote. C'est pas vrai, quoi. C'est du bullshit, vraiment. Gardez votre argent et allez acheter un beau fromage chez votre producteur local plutôt. Ensuite, donc des petits rituels qui peuvent vous aider pour aller prendre soin du système digestif en fait. Donc j'en parlais déjà la dernière fois. C'est de commencer la journée avec un verre d'eau tiède citronnée. Ça va stimuler le foie et la digestion. Ok, donc à boire avec la paille. Je ne l'ai pas précisé la dernière fois, mais buvez votre eau citronnée avec une paille pour éviter que ça abîme l'émail de votre dent. Saupoudrez vos plats de graines germées, de spiruline ou de levure aussi. C'est très bon, la levure nutritionnelle, la levure maltée. Et surtout, mangez en conscience, dans un environnement calme, pour bien favoriser une bonne assimilation. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il reste encore pas mal de choses à vous dire. Je regarde sur mes petites notes. Ouais, j'ai encore énormément de choses à vous dire. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu pour pas que ce live dure 2 heures non plus. Je vais essayer d'être plus concise. Donc, on va parler maintenant de tous les micronutriments et du soutien naturel, donc qui sont les alliés clés de votre système immunitaire. Donc, on va parler de la vitamine D. Je vous fais la liste comme ça, moi, vous saurez de quoi on va parler. La vitamine D, la vitamine C, des antioxydants, du zinc et de la phycocyanine. Peut-être certains ne savent pas ce que c'est. Allez, donc on va reprendre ça. Donc, la vitamine D, alors c'est le chef d'orchestre silencieux, la vitamine D. On l'appelle souvent la vitamine D, la vitamine du soleil. Elle module en fait votre réponse immunitaire innée et adaptative. Elle active certains types de lymphocytes, elle régule l'inflammation et elle améliore la résistance aux virus respiratoires. Okay, on en a beaucoup parlé lors du Covid de la vitamine D. Les gens qui développaient un Covid, c'était beaucoup de gens qui étaient carencés en vitamine D et en zinc notamment. D'accord, il suffisait de se complémenter en vitamine D et en zinc et on passait à travers du Covid. Bon, c'est QFD, je ne rentrerai pas dans les débats. Du coup, la vitamine D, le hic, c'est que 80% de la population en Europe est carencée en vitamine D. Et oui, parce que sous nos latitudes, il n'y a pas assez d'ensoleillement, malheureusement. Et aujourd'hui, les gens étant sédentaires, travaillant dans les bureaux, à l'intérieur, etc., ne sortent plus suffisamment la journée et donc ne peuvent pas s'exposer suffisamment au soleil pour aller synthétiser la vitamine D. Parce que notre peau fabrique de la vitamine B sous l'effet des rayons UVB. D'octobre à avril, on va dire que c'est quasiment mission impossible d'arriver à en fabriquer. Donc, c'est bien de se complémenter, d'aller en apporter par des compléments alimentaires, mais aussi d'en mettre dans l'alimentation, évidemment. Mais l'alimentation, malheureusement, d'octobre à avril, ne vous apportera suffisamment pas de vitamine D. Du coup, l'idéal, c'est vraiment d'aller se complémenter en vitamine D. Et j'insiste vraiment dessus. Si vous ne le faites pas, vous avez à la sortie d'hiver une carence. Et il faut savoir que le taux minimal santé, c'est 60 nanogrammes par millilitre. Les taux qui sont indiqués sur les analyses de laboratoire, là, les normes sont pas bonnes, sont pas à considérer parce qu'en général, je crois que c'est leur taux maximum, c'est 60, je crois. Et nous, en vision santé holistique, on considère que c'est le minimum 60. Donc, c'est bien si on va au-delà de 60. Au moins, on a 60, en général, on n'est pas trop mal. On sait qu'on va pouvoir mieux résister aux infections, etc. Donc, complémentation. En prévention, vous pouvez prendre 2000 unités par jour, unités internationales par jour. Mais l'idéal, c'est vraiment d'aller faire une prise de sang et de regarder d'où vous partez. Et ensuite, de là, on peut mettre en place une complémentation adaptée pour aller booster le système immunitaire. Donc, ce qu'il faudrait, c'est tous les jours s'exposer 15 à 20 minutes, les bras, les jambes, l'idéal, ce serait ça, le visage, tous les jours, même l'hiver. Bon, l'hiver, il n'y a que les courageux qui le font, mais en tout cas, même au beau jour, il faudrait le faire, vraiment, quoi. Et sans crème solaire, s'il vous plaît, parce que si vous mettez de la crème solaire, ça sert à rien, quoi. Ok, donc l'été, je comprends, voilà, on peut prendre des coups de soleil, on choisit les heures où on s'expose.
mais exposez-vous l'été, 15-20 minutes minimum, du printemps en tout cas jusqu'à ce que vous ayez plus froid. Et donc au minimum, faites quand même le visage et les mains, vraiment. J'aimerais bien savoir en commentaire s'il y en a qui se supplémentent déjà en vitamine D, si les personnes connaissent cette histoire de taux minimum à respecter. J'aimerais bien savoir un petit peu où vous en êtes au niveau de vitamine D. Mimi qui me demande si j'ai des références de produits clean pour les compléments de vitamines. Alors oui Mimi, de toute façon, vu que je t'accompagne, vu que tu rentres dans mon accompagnement aujourd'hui, félicitons Mimi pour ça. Oui, tu t'inquiètes pas, de toute façon, une fois que ta prise de sang aura été réalisée, on regardera tout ça au niveau des compléments alimentaires. S'il y a des choses à faire au niveau de ta vitamine D, tu auras bien sûr des infos à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ok. Donc ça, c'était pour la vitamine D. Maintenant, parlons de la vitamine C. Alors, la vitamine C, on la connaît souvent dans la prévention des rhumes. C'est quand même plus que ça, la vitamine C. C'est un vrai antioxydant très, très, très puissant. Elle protège les globules blancs du stress oxydatif. Elle stimule la fabrication des lymphocytes T et elle participe à la régénération des tissus. Quand vous vous êtes fait opérer, quand vous avez un cancer, par exemple, prenez de la vitamine C à très très forte dose. Vraiment. Et même pendant le Covid, si vous preniez 3 grammes de vitamine C par jour, vous étiez pas mal pour aller soigner le Covid. Donc, c'est un très très bon antioxydant, la vitamine C. Malheureusement, le corps humain ne la synthétise pas. Donc, si on ne la trouve pas à travers l'alimentation, eh ben, on n'en a pas de la vitamine C. Donc, il faut en apporter tous les jours. Et surtout, si on est stressé, si on fait du sport intensif, si on est en cours d'infection, les besoins ils explosent dans ces moments-là. Donc, il faut aller vraiment apporter de la vitamine C. Donc, au niveau des aliments, on la trouve enfin essentiellement, je veux dire, parce qu'on la trouve dans beaucoup d'aliments, mais essentiellement, ça va être dans les baies, comme l'acérola, le cassis, les myrtilles, ça va être les framboises, enfin les baies rouges souvent, le persil, très 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 bon pourvoyeur de vitamine C. Si vous pouvez de temps en temps vous faire un jus à l'extracteur avec une belle botte de persil, parce qu'on va jamais se manger une botte de persil en entier comme ça, mais si vous faites un jus à l'extracteur, vous faites pomme, vous mettez 2-3 pommes et vous mettez une botte de persil, vous faites un jus comme ça, mais vous avez un shoot de vitamine C extraordinaire, vraiment. Dans les agrumes, c'est très connu. Dans le kiwi, d'ailleurs, meilleur pourvoyeur de vitamine C que l'orange. Le poivron cru, les brocolis, à condition qu'ils soient cuits à la vapeur. Mais bon, voilà, parce que la vitamine C, elle est très fragile à la chaleur et à l'oxygène. Donc, il vaut mieux privilégier les aliments crus et très frais, du coup, pour avoir de la vitamine C. Sinon, on peut se supplémenter aussi en acérola ou en camu-camu. Ça, c'est les bons compléments alimentaires de vitamine C. Mieux que la vitamine C UPSA, là, qui est la vitamine C de synthèse et qui n'est pas très bonne pour la santé. Et en plus, dans le cachet, là, il y a des additifs, je crois qu'il y a même un édulcorant dedans, donc pas top, quoi. Parlons maintenant des antioxydants. Alors, les antioxydants, ça veut dire quoi? C'est des molécules qui vont combattre l'oxydation. Et l'oxydation, c'est quoi? En fait, c'est ce qui va venir rouiller finalement vos cellules. Hein. Regardez vraiment, vous prenez une barre de fer, vous la mettez dans l'eau et exposée à l'air. Il y a quoi? Il y a l'oxygène en fait qui vient attaquer cette barre et qu'est-ce qui se passe? Elle devient rouge et c'est de la rouille qui est dessus. Ben, c'est pareil dans votre corps en fait. Dans votre corps, vous avez des choses qui vont venir oxyder vos cellules et qui vont venir les rouiller. Et il faut établir un équilibre. On a besoin d'oxydation, mais on n'en a pas besoin de trop non plus. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un équilibre, en fait. Et il y a ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui est vraiment l'ennemi silencieux de l'immunité. Ça va fatiguer vos cellules, ça favorise l'inflammation de vos bas grades, ça affaiblit les défenses immunitaires, en fait. D'accord? Et donc, ces antioxydants, ils vont venir neutraliser les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est donc le stress oxydatif. On entend souvent parler dans les publicités sur les crèmes jeunesse, là, les crèmes anti-rides et tout. On me parle toujours, oui, le bidule, machin, le rétinol va venir contrer les radicaux libres, donc qui viennent du soleil, etc. Bon, ça, c'est le stress oxydatif, en fait, hein, ces fameux radicaux libres. Donc, tout ça, ça endommage nos cellules immunitaires. Et donc, il y a des antioxydants puissants, naturels, qui peuvent venir contrer ce stress oxydatif.
Donc, il y a le glutathion. Ça, on en a aussi entendu parler pendant le Covid du glutathion. Donc, on peut en trouver dans l'alimentation, donc dans les asperges, les épinards, dans l'ail cru, dans le curcuma. Il y a les polyphénols des fruits rouges, donc dans les fruits rouges comme les fraises, les framboises, même les fruits bleus, hein, on appelle plutôt les myrtilles par exemple. Dans le thé vert, dans le cacao cru. Il y a la quercétine. La quercétine, on la retrouve beaucoup dans les oignons, dans les capres et dans la pomme. Et il y a le sélénium, très connu des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, puisque c'est un cofacteur thyroïdien pour bien fabriquer les hormones thyroïdiennes. Et donc, on le trouve beaucoup dans la noix du Brésil. Si vous mangez 2 noix du Brésil par jour, vous avez normalement votre taux optimal de sélénium. Okay, donc, retenez ça, c'est qu'une assiette colorée, c'est une assiette qui est blindée d'antioxydants. Il y a des couleurs dans la nature, repérez-les, mettez de la couleur dans vos assiettes et vous avez une belle dose d'antioxydants, d'accord? Donc, comme ça, vous nourrissez votre immunité tout en régalant vos papilles. Parlons maintenant du zinc. Le zinc, lui, il est indispensable au bon fonctionnement des cellules immunitaires, mais il a différents rôles. Il participe à la maturation des lymphocytes T, donc dans le thymus. Et il a une fonction barrière protectrice des muqueuses, surtout, le zinc. On en a beaucoup entendu parler dans le Covid. Pourquoi? Parce qu'il intervient beaucoup dans les infections ORL, puisqu'il y en a donc les muqueuses, donc des voies respiratoires supérieures, en fait. Et donc, une petite carence, même légère de zinc, ça peut provoquer pas mal d'infections, notamment des infections ORL. Ça provoque aussi une mauvaise cicatrisation et une fatigue chronique, d'accord? Et il y a aussi un symptôme qui est assez significatif d'un manque de zinc, notamment quand on fait un rhume ou d'autres infections des voies respiratoires supérieures, c'est la perte du goût et de l'odorat. Alors, pourquoi on perd le goût et l'odorat dans certains rhumes? Eh bien, parce que on a besoin de zinc pour aller comment dire, combattre cette infection respiratoire. Et malheureusement, quand on n'en a pas assez, eh ben, on perd le goût et l'odorat. Donc, quand on a une perte de goût et de l'odorat, ça veut dire qu'on est épuisé en zinc. On a pompé toutes nos carences en zinc. Ça revient petit à petit après, parce qu'au bout d'un moment, on retrouve le goût et l'odorat. Mais on perd le goût et l'odorat quand on est épuisé en zinc. Donc, il faut se supplémenter en zinc, en tout cas, quand on perd le goût et l'odorat lors d'une infection respiratoire. Et c'est bien pour ça qu'on en a entendu beaucoup parler pendant le Covid, parce que les gens, c'était donc une grosse infection, le Covid, et les gens étaient épuisés en zinc et perdaient le goût et l'odorat. Il aurait suffi pour qu'ils se sentent mieux de se complémenter également en zinc. Le zinc, on le trouve où? On le trouve beaucoup dans les huîtres. C'est la meilleure source naturelle de zinc, les huîtres. D'accord? On le trouve aussi dans les graines de courge. C'est pour ça que j'en mets dans mes salades. Moi, vous le voyez souvent sur mes photos. Dans le cacao cru, dans les légumineuses germées, dans le sarrasin, dans les œufs. Mangez des œufs tous les jours. Vraiment, mangez des œufs tous les jours. Mais du coup, c'est mieux si vous pouvez garder le jaune coulant. Vraiment. Et dans les algues. Voilà. Et ensuite, je voulais vous parler de quelque chose que peu de gens connaissent. C'est un antioxydant puissant que j'adore, qui m'a énormément aidé dans le combat. J'aime pas trop dire ce mot, mais en tout cas dans la lutte contre la maladie de Lyme chez moi. Ça a été la phycocyanine. Vous connaissez certainement la spiruline. La spiruline, donc, beaucoup pensent que c'est une microalgue. Ce n'est pas une algue, c'est une cyanobactérie, la spiruline, qui existe à l'état naturel dans différents lacs, notamment en Afrique. Et aujourd'hui, elle est cultivée. On a réussi à cultiver cette spiruline. Elle est cultivée un peu partout. On a beaucoup de spiruliniers en France maintenant, depuis pas mal d'années, qui font des spirulines de qualité exceptionnelle, bio, nourries parfaitement, parfaitement préservées. Et cette spiruline, elle a deux pigments. Vous le voyez, c'est un produit qui est vert, bleu. Des fois, quand on le mouille, on voit du bleu et tout. Donc, elle a deux pigments. Un pigment que vous connaissez très bien, qui est la chlorophylle, qui est le pigment de toutes les plantes, en fait, hein, donc pigment vert. Et l'autre pigment qui est beaucoup moins bien connu, pardon, c'est la phycocyanine, qui est un pigment bleu. Et cette phycocyanine, elle a un pouvoir extraordinaire et on l'appelle l'or bleu. En fait, quand vous prenez de la spiruline, cette phycocyanine, elle est liée par des liaisons, en fait, des liaisons
atomique, hein, je ne vais pas rentrer dans les cours de physique ou de chimie, à l'autre pigment qui est la chlorophylle, d'accord? Et donc, elle a un certain effet antioxydant, d'accord, qui est intéressant, tout comme l'effet antioxydant de la chlorophylle, mais qui n'est pas optimal. Quand on coupe ces liaisons et qu'on arrive à obtenir de la phycocyanine libre, vraiment, donc avoir de la phycocyanine pure, elle devient un antioxydant extrêmement puissant et c'est le plus puissant antioxydant qui existe actuellement sur le marché, vraiment. Elle est extraordinaire. Elle fait plein de choses, cette phycocyanine. Donc, je vais vous en parler dans le cas du système immunitaire, mais elle ne fait pas que ça. Donc, elle permet d'augmenter la production des cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Donc, quand vous prenez de la phycocyanine, vous augmentez la production autant de vos globules rouges que de vos globules blancs. Donc, vous comprenez que du coup, vous augmentez vos défenses immunitaires, parce que vous augmentez la production de vos globules blancs. En augmentant la production des globules rouges, qu'est-ce que ça fait? Quand on a plus de globules rouges, on a une meilleure oxygénation du sang, forcément, puisqu'on a plus de globules rouges qui arrivent aux organes. Meilleure oxygénation du sang, pardon, meilleure oxygénation des organes, pardon, puisque du coup, on a donc plus de globules rouges qui arrivent aux organes. Elle a un effet aussi immunomodulateur. En fait, elle stimule certains globules blancs, mais en même temps, tout en allant calmer les réactions inflammatoires excessives. C'est génial parce qu'en fait, dans le corps, elle va repérer là où il faut aller se calmer. Et du coup, elle est extrêmement intéressante dans toutes les maladies auto-immunes. C'est un très, très, très bon complément alimentaire pour les maladies auto-immunes, la phycocyanine. Et elle est aussi excellente dans la détoxification du foie. Des personnes qui me demandent souvent qu'est-ce que je dois prendre pour détoxifier mon foie de manière profonde. J'ai envie de dire, s'il y avait qu'un seul truc à prendre, ça serait la phycocyanine. Alors, c'est un produit qui est un peu cher, voilà, parce que c'est un produit vraiment fabuleux, mais elle est vraiment très, très, très bien. Et la phyco, il faut la prendre en cure de 21 jours avec un arrêt d'une semaine et on la reprend jusqu'à obtenir l'effet désiré. On peut la prendre donc au changement de saison, pendant une convalescence, quand on fait face à une fatigue chronique, un stress prolongé, quand on fait du sport de manière un peu intensive ou quand on a une maladie auto-immune. Ne choisissez pas n'importe quelle phycocyanine, toutes ne se valent pas. Certaines sont vendues sur des excipients de mauvaise qualité, sur de la glycérine, des choses comme ça. Voilà, moi j'ai mon fournisseur. Si vous êtes intéressé pour obtenir une phycocyanine d'excellente qualité, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre un petit hashtag FICO et je vous enverrai l'information. Donc la FICO, on la prend le matin à jeun de préférence, donc comme je vous disais, en cure de 3 semaines. Et ensuite, il y a différents dosages qui existent. Et là, le dosage, c'est vraiment en fonction de l'effet recherché, de la pathologie que l'on rencontre, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez la phycocyanine. Et j'aimerais bien savoir, parce que c'est vrai que c'est devenu un petit peu à la mode ces dernières années, mais tout le monde ne connaît pas encore. Donc, et pour celles qui veulent, mettez-moi un petit hashtag FICO et je vous enverrai les infos en message privé. Maintenant, pour conclure, je voudrais faire un tout petit zoom sur l'auto-immunité, puisque je sais que dans ce groupe, beaucoup de personnes rencontrent comme problématique la maladie de Hashimoto, dont je souffre aussi. J'ai envie de dire dont je souffrais aussi, mais bon, voilà, l'étiquette est mise en tout cas. Donc, qu'est-ce que c'est l'auto-immunité? Pour essayer de vous expliquer brièvement. C'est quand le système immunitaire, il perd la notion du soi. C'est-à-dire que le soi, c'est ce qui appartient à notre corps et le non-soi, les molécules étrangères, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et que le corps repère comme étant un intrus et pour lequel il va activer le système de défense, donc le système immunitaire. À un moment donné, le corps, il se dérègle et il reconnaît plus certaines cellules de notre corps et va les attaquer comme si c'était des intrus. C'est ça l'auto-immunité. C'est vraiment, c'est pas une immunité trop forte parce que des fois, je lis dans certains groupes qu'on a une auto-immunité, ça veut dire qu'on a une immunité trop forte et qu'il faut pas aller trop booster le système immunitaire, etc. Mais ça n'a rien à voir en fait. C'est juste une question de perception. C'est qu'il voit en fait certaines cellules de notre corps comme étant un intrus et il va s'attaquer contre ça. C'est pour ça qu'on peut avoir des maladies auto-immunes spécifiques d'organes, comme par exemple la thyroïdite de Hashimoto, qui est une maladie auto-immune qui va attaquer uniquement la thyroïde. Et il y a d'autres maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, qui attaque spécifiquement les articulations. Voilà.
Il faut savoir quelque chose aussi, c'est que quand on a été diagnostiqué d'une première maladie auto-immune, il faut très peu d'années pour qu'il y ait une autre maladie auto-immune qui arrive. Je vous dis ça comme ça, hein, je vous dis juste ça pour que vous en preniez vraiment conscience. C'est qu'on cumule en fait différentes maladies auto-immunes parce qu'en fait on conserve les mêmes problèmes, enfin les mêmes comportements pardon, qui nous ont amenés à avoir la première maladie auto-immune. Donc les personnes qui cumulent différentes maladies auto-immunes, c'est malheureusement parce qu'elles persistent dans les mêmes comportements qui ont engendré la première maladie auto-immune. Donc il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé, pour comprendre que les comportements que l'on a nous ont amenés à être malades et donc pour aller inverser la tendance en fait. Ok. Donc la maladie auto-immune, elle est liée donc à une inflammation chronique de bas grade, liée à une imperméabilité intestinale, hyperperméabilité intestinale, ce dont je vous parlais en tout premier lieu, à un stress persistant qui lui vient jouer sur l'hyperperméabilité intestinale et le déséquilibre du microbiote, et aussi à des déséquilibres environnementaux. Donc il y a aussi les perturbateurs endocriniens qui peuvent aller venir modifier un petit peu la perception du système immunitaire. Donc faites très attention voilà, aux aliments industriels et on en revient toujours à la même chose. Vous pouvez restaurer la tolérance immunitaire, c'est vraiment possible, en réparant l'intestin, en calmant l'inflammation, en apaisant le système nerveux, donc en régulant le système nerveux. Et quand on arrive à mettre tout ça en symphonie, eh ben, on retrouve la pleine santé. Donc, comme je dis toujours, il n'y a pas juste un truc sur lequel on peut agir, c'est pas juste l'alimentation, parce que parfois on me dit dans les messages, moi je cherche juste à avoir des bonnes recettes, des recettes saines, mais c'est pas que ça la santé, c'est pas juste bien manger. Est-ce que tu prends soin de ton système nerveux? Est-ce que tu gères ton stress? Est-ce que tu dors bien? Euh, est-ce que justement dans ton alimentation aussi, il n'y a pas des choses qui vont venir abîmer ton intestin, ta barrière intestinale, qui va venir provoquer une hyperperméabilité intestinale? Tout ça, posez-vous la question parce que vraiment tout est absolument lié. Voilà. Donc j'arrive à la fin, j'ai été un peu longue. J'espère que maintenant, ça sera beaucoup plus clair pour vous. J'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire sur ce live. Si vous appliquez tous ces conseils vraiment en synergie, ben, vous aurez des résultats, vous aurez un meilleur système immunitaire. Donc vous avez maintenant deux choix. Soit vous continuez à vous battre contre votre corps et à persister dans vos anciens mécanismes qui vous conduisent toujours à avoir des problèmes de santé. Soit vous prenez enfin cette décision de comprendre comment votre corps il fonctionne et de faire les bons choix, de l'écouter et de le transformer avec douceur et stratégie. Pour toutes celles qui étaient présentes à ce live, donc envoyez-moi en MP un petit hashtag cadeau. Je vous enverrai donc comme promis un petit cadeau qui est différent de celui de la dernière fois pour vous remercier de votre présence. Et si vous avez des questions, maintenant je lance le petit question-réponse. Donc écrivez-moi en commentaire toutes vos questions et je vais y répondre maintenant avec un grand plaisir. Alors, je regarde vos questions. Je ne peux toujours pas accéder malheureusement aux commentaires là-dessus et j'espère que je les vois tous sur le portable parce que sinon, malheureusement, je ne pourrai pas trop vous aider. Alors, sinon, j'y répondrai ensuite dans les messages, dans les commentaires directement dans le live. Alors, excusez-moi, je suis obligée de scroller un petit peu. Valérie, tu disais que tu savais pas que tout se passait au niveau de l'intestin. Oui, il y a une énorme partie qui se passe au niveau de l'intestin. C'est pour ça que c'est très, très, très important d'en prendre soin. Attention aux excès alimentaires, aux excès de plaisir. J'aime pas trop employer ce mot plaisir parce que moi, je mets du plaisir dans mon alimentation au quotidien, même s'il n'y a pas des aliments de folie, entre guillemets. Mais attention, voilà, pas trop souvent boire de l'alcool, pas trop souvent voilà, manger du gluten, je le dis assez souvent, hein, ça, le gluten. Pas d'aliments industriels transformés, tout ça en fait, parce que malheureusement tout ça au quotidien, ça vient abîmer le microbiote. Céline, tu me demandes si le drainage lymphatique est bénéfique. Oui, le drainage lymphatique, c'est génial. Vraiment, le drainage lymphatique, c'est quelque chose de super. Mais ça a un coût, quoi. Voilà. Et puis, c'est bénéfique, mais en fait, il faudrait en faire au moins 1 à 2 par semaine. Donc, qui, malheureusement, peut se permettre de faire ça? C'est beaucoup plus bénéfique d'aller faire le brossage à sec
dont je donne le tuto de ma vidéo YouTube tous les jours. Vraiment, moi, je pense que c'est beaucoup mieux. Meilleur temps de faire ça tous les jours que de faire un drainage ou deux drainages lymphatique par semaine chez un thérapeute. Il faut avoir le temps aussi de le faire, quoi. Ok, vous avez beaucoup de hashtags lymph, donc je vais vous envoyer tout ça. Valérie, tu me dis que tu fais 40 minutes de vélo par jour et 2 fois par semaine du stretching postural, comme je t'avais déjà expliqué. Honnêtement, si tu aurais meilleur temps d'aller marcher, décidément, je vais boire parce que je mâche mes mots depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Tu aurais meilleur temps d'aller marcher 40 minutes chaque jour plutôt que de faire du vélo. Tu fais une marche active de 40 minutes chaque jour à la place de ton vélo. Je te garantis que ça sera bien meilleur pour toi. En plus, si tu l'as fait en plein air, ta marche, tu vas bénéficier de l'ensoleillement. Tu vas bénéficier donc du soleil. Donc, on revient sur la synthèse de la vitamine D par la peau. Tu vas bénéficier de l'énergie cosmique. Je suis pas dans un truc perché. On est dans un champ électromagnétique. Vous avez l'énergie par la Terre qui est l'énergie tellurique et vous avez l'énergie par le ciel qui est l'énergie cosmique. C'est extrêmement important d'être tous les jours confronté à ces deux énergies, de s'ancrer le plus possible sur la Terre. Donc si on peut marcher pieds nus sur l'herbe, sur la Terre, on va vraiment augmenter son système immunitaire. Vraiment, c'est prouvé scientifiquement. Et si vous prenez l'énergie cosmique, c'est pareil. Bon, moi, personnellement, quand je fais ma marche à l'extérieur, je marche avec mes baskets, hein, mais malheureusement, c'est très mauvais. Le maximum, quand on est dans son jardin ou quoi, si on peut marcher pieds nus, c'est très très bon pour la santé, hein, vraiment. Et le stretching postural, par contre, bravo, ça c'est top. Top, top, top. Moka, tu me dis marche quotidienne, ouais, c'est très bien. Rameur, 15 minutes de temps en temps modéré, c'est pas mal. Vélo, 15 minutes une fois par semaine pour du cardio, ok. Essaye de faire du renforcement musculaire. Essayez vraiment d'intégrer du renforcement musculaire enfin, pas quotidiennement, mais hebdomadairement, quoi, plusieurs fois par semaine. Mimi, tu me dis que tu as moins de 5 heures de sommeil et c'est pas un sommeil profond car bébé dort sur toi. Je connais, t'inquiète, je compatis. Ça viendra, ça viendra. On va essayer d'aller travailler sur l'optimisation du sommeil avec ce que je peux te donner comme aide, mais bon voilà, on connaît le sort des mamans allaitantes. Valérie, tu me dis que tu as une qualité moyenne de sommeil, des années avec des médicaments pour dormir. Je suis désolée de lire ça. Tu sais que en tout cas, je te dis que tu peux essayer d'améliorer grandement ton sommeil, vraiment. Il y a plein de choses que l'on peut travailler pour que tu améliores grandement ton sommeil. Donc, ne sois pas résigné face à ça. Tac, tac, tac. Donc, les produits, ça, j'avais dit. Alors, Isabelle, ce que je pense du psyllium pour l'intestin, une marque pour les vitamines. Alors, les vitamines, si tu veux, je pourrais t'envoyer un lien, oui, pour de la vitamine D, il n'y a pas de souci. Le psyllium pour l'intestin. Alors, le psyllium, bah, c'est bien, c'est un bon produit, le psyllium. Bon, il faut savoir que ce sont des fibres qui ne sont pas digérées et qui vont créer un balai, en fait, dans l'intestin pour aller faire avancer les selles, en fait. Donc, le psyllium, on le prend soit en cas de constipation, soit au contraire en cas de diarrhée aiguë. Donc, prendre du psyllium tous les jours comme ça, je vois pas l'intérêt. Donc, pour moi, le psyllium, il est plus à mettre en place quand voilà, on souffre de constipation et qu'on veut aller un petit peu augmenter finalement la masse de fibres dans l'intestin pour qu'on puisse aller aux toilettes plus facilement. Mais sinon, c'est un très bon produit. Le psyllium, on peut aussi l'utiliser en cuisine pour aller améliorer la texture des gâteaux sans gluten. Voilà, mais bon, moi, le psyllium, personnellement, j'utilise plus en cuisine que comme un complément alimentaire, parce que de toute façon, je n'ai pas de problème digestif, n'est-ce pas? Voilà, mais n'allez pas prendre du psyllium comme ça à l'aveuglette. D'autres questions? Où trouver la phycocyanine pure? Ben, je te ferai parvenir un lien, Valérie, pour de la phyco. La personne ne connaissait la phyco, apparemment. Oui, Valérie, tu connaissais, parce que j'avais fait un post dessus, effectivement. Je suis très passionnée par ça, je trouve ça fabuleux. Je vous enverrai le lien. Je reprendrai les commentaires et toutes celles qui ont commenté pour la FICO, je vous enverrai le lien d'un très très bon produit. Oups. Alors, est-ce qu'on peut manger, Elisa qui demande, est-ce qu'on peut manger des œufs tous les jours en cas de cholestérol élevé? Ouh, ça ferait l'objet
d'un autre live. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, mettez-moi aussi dans les commentaires vos idées pour le prochain live. Je prendrai ce qui m'inspire le plus. Mais vraiment, mettez-moi toutes là. Si vous avez une idée pour un thème de prochain live, allez-y, mettez-le moi et je vous prépare autre chose. La semaine prochaine, il y aura un autre live. Donc, la question, peut-on manger des œufs tous les jours en cas de cholestérol élevé? Alors, le cholestérol, c'est un signe d'inflammation quand on a un cholestérol trop élevé. Et en tout cas, les œufs ont été malheureusement pendant des années fortement mis à mal, en tout cas, ont eu une mauvaise réputation concernant le cholestérol. Manger des œufs ne fait pas augmenter le cholestérol. La création du cholestérol, c'est tout un process dans l'organisme qui fait qu'au contraire, on produit du cholestérol parce qu'on ne mange pas suffisamment de bonne graisse. C'est un mécanisme de protection, en fait. Et il faut savoir aussi quelque chose, c'est que justement, pour vendre les médicaments anti-cholestérol, qu'on appelle hypocholestérolémiants, il y a plusieurs années, ils ont abaissé le seuil on va dire, de positivité au cholestérol pour dire en tout cas que les gens avaient trop de cholestérol. Ils ont abaissé les normes pour que beaucoup de gens se retrouvent à avoir trop de cholestérol et qu'on puisse leur prescrire des médicaments hypocholestérolémiants. Donc, un nouveau bullshit en fait avec le cholestérol. Manger des œufs. Les œufs, c'est excellent pour la santé. C'est plein de bonnes choses. L'œuf, en plus, c'est la meilleure protéine qui existe sur toute cette planète. La meilleure protéine, les œufs contiennent absolument tout l'aminogramme. L'œuf contient tous les acides aminés, vraiment. Donc, c'est dommage de se priver des œufs. Les personnes qui ont des intolérances aux œufs, tant pis, ok. Mais pour les personnes qui n'ont pas d'intolérance à l'œuf, mangez des œufs. Vous pouvez en manger tous les jours. L'idéal, c'est l'œuf coq. Donc, le blanc bien cuit, parce que l'œuf cru, le blanc cru n'est pas bien assimilé. Il faut qu'il soit cuit. Par contre, le jaune doit être coulant. Donc, mangez vos œufs mollets ou à la coque. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des questions. J'espère que j'en ai pas oublié, mais en tout cas, il m'en montre pas d'autres. Bon, voilà. Du coup, je suis désolée s'il restait des questions en suspens, mais là, en tout cas, le chat ne me montre pas d'autres questions. Donc, j'en ai fini pour ce live. Je vous remercie énormément, en tout cas, d'avoir été présente. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. J'adore vous partager des infos sur la santé. Je trouve ça passionnant. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour le prochain live, des idées de thèmes. Je prendrai, comme je vous ai dit, celui qui m'inspire le plus. Je vous dis donc à la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. À bientôt, à bientôt. Ciao, ciao.